Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Thérapie sans frontières. Aujourd'hui avec nous Frédéric Desuy, praticien en hypnose. Bonjour Frédéric. Bonjour Badr. Alors, première question, qu'est-ce que l'hypnose ? Cette discipline dont tout le monde parle. L'hypnose, c'est un sujet très vaste. Il y a plein de façons de voir l'hypnose, de concevoir l'hypnose et de pratiquer l'hypnose. En fait, souvent je prends le parallèle entre le concept d'hypnose et le concept de musique. Musique, on sait ce que ça veut dire. Et en même temps, c'est tellement divers, il y a tellement de musiques différentes, ça nous met dans des états tellement différents entre, du hard rock, de la musique pygmée, Beethoven, la musique indonésienne, et pourtant on emploie le même terme, musique. Et hypnose, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un mot générique tellement vaste que ça veut tout dire. Et effectivement, il y a l'hypnose de spectacle. C'est celle qui est la plus connue parce que la plus spectaculaire. Et moi, je la dénigre pas. Je trouve que c'est intéressant, en fait, d'abord parce que ça popularise l'hypnose. Évidemment, c'est qu'une partie de l'hypnose. L'hypnose, c'est bien plus grand que ça. Alors, pour répondre plus directement à la question, qu'est-ce que l'hypnose ? C'est tout simplement un état modifié de conscience. Quand on a dit ça, finalement, on n'a rien dit. Parce que c'est quoi un état normal de conscience ? C'est quoi un état modifié de conscience ? Exactement. C'est assez subtil, en fait. Mais on sait quand même un peu intuitivement quand on est dans notre état normal ou quand on est dans un état modifié. Par exemple, la plupart des gens, pour être dans un état modifié, ils vont prendre des drogues ou de l'alcool. Moi, je pourrais même voir des états modifiés de conscience, même dans des états, par exemple, où quand je conduis sans me rendre compte, ou des fois, je suis tellement pris par mes pensées que je perds tout contact avec ce qui m'entoure. Est-ce que ça aussi, on peut appeler ça des états d'hypnose et des états modifiés de conscience, ou c'est un peu différent ? À mon sens, c'est des états d'hypnose très légers. Après, on peut aller vraiment dans des états d'hypnose plus profonds. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as élargi, parce que j'allais te dire comment tu es passé de la musique à l'hypnose, mais en vrai, tu n'es pas passé de la musique à l'hypnose, tu as élargi la musique à l'hypnose. Je suis musicien depuis que j'ai 10 ans. Mon premier métier, c'était musicien professionnel, et d'ailleurs, je suis encore musicien professionnel. Et je suis venu à l'hypnose un peu par hasard, même si maintenant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. C'était en 2008, et c'était une période difficile dans ma vie et j'ai eu besoin d'un accompagnement. On m'a parlé d'une hypnothérapeute et pour moi, c'était même un peu bizarre de hypnose et thérapie. C'est quoi l'histoire ? J'avais une image très vague de l'hypnose, un peu celle qu'ont les gens quand ils ne connaissent pas. Et je me suis dit, bon, tentons, allons voir. On m'en a dit vraiment beaucoup de bien. Et en fait, ça a été assez magique parce que ça m'a vraiment permis très rapidement, c'est une thérapie brève, de sortir de mon mal-être et d'avancer. Et donc, j'ai continué à m'intéresser à l'hypnose, tout en continuant évidemment ma carrière de musicien. Et 4 ans après, je me suis formé à l'hypnose parce que vraiment, de plus en plus, je trouvais ça assez incroyable ce que j'obtenais en hypnose ou en auto-hypnose d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de changements que tu as vus ou que tu as vu s'opérer en toi grâce à l'hypnose ? À ce moment-là de ma vie, j'étais, on va dire, un peu dépressif et je me dépréciais beaucoup. J'avais une image de moi, une estime de moi qui était vraiment pas top du tout. Et ça m'a simplement permis de me réconcilier avec moi-même, de travailler sur des casseroles que j'avais depuis l'enfance, parce que j'ai pas eu une enfance super simple. Et de passer à autre chose et d'arrêter d'être en position de victime, parce que c'était un peu comme ça que je me pensais, que je me sentais. J'ai pu me prendre en main, en quelques mois, j'ai vu des grands progrès là-dessus. Donc là, ce que je comprends aussi, c'est qu'on peut, en tant que praticien en hypnose, accompagner des problématiques d'estime de soi, de dépression peut-être aussi. Oui, tout simplement parce que l'outil hypnotique permet de se connecter en profondeur avec notre cerveau émotionnel, avec ces parties-là intuitives, instinctives de notre être, de créer une connexion qui va permettre un dialogue avec les parties qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin aussi peut-être d'avoir de nouveaux points de vue. Et pour moi, l'hypnose, c'est surtout cet état un peu magique qui permet ce lien, qui permet de jeter des ponts entre le conscient et le subconscient.
D'accord. Quand tu dis magique, moi, enfin, ça me fait toujours un petit peu peur parce que dans magie, il y a le côté magie beau, mais il y a aussi le côté magie noire. J'ai déjà fait de l'hypnose quelques fois, on en a parlé, et j'ai toujours eu cette peur au début, surtout parce que je connaissais pas, en fait, c'était un peu de l'ignorance, que quelqu'un puisse mettre des trucs dans ma tête, c'est-à-dire mettre des pensées. Enfin, s'il peut parler à des choses dont je n'ai pas conscience et qu'il peut communiquer et lui dire ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça? Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce qu'il faut faire attention? Alors oui, il faut faire attention. C'est possible dans certains cas. C'est très rare en fait, mais c'est quand même possible. Donc, conseil aux gens qui veulent faire de l'hypnose de ne pas donner leur confiance à n'importe qui. Ça favorise effectivement un état de suggestibilité et donc on peut être influencé plus fortement par un hypnotiseur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres techniques d'influence hors hypnose qui peuvent aussi avoir des effets délétères. Donc, l'idée, c'est de faire attention à qui on donne sa confiance et de vraiment écouter son instinct à ce moment-là. Est-ce que je sens cette personne? Est-ce que je suis prêt à me laisser aller avec elle ou pas? Ça me fait penser même à la thérapie, c'est-à-dire qu'il y a toujours le risque d'emprise. En fait, ce risque d'emprise n'est pas particulier à l'hypnose, il est particulier à plein d'autres domaines. Exactement. Ça me fait du coup penser à l'éthique. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ça? Par exemple, pour d'autres métiers, il y a des associations, des sociétés, en fait, des codes de déontologie. Oui. Comment ça se passe pour l'hypnose? Oui, il y a aussi un code déontologique qui recoupe dans ses grandes lignes, hein, évidemment, les codes déontologiques de toutes les pratiques dès qu'on commence à travailler avec ce qui est psychologique. Après, il y a, au-delà de ce code un peu externe, il y a la manière de l'incarner, il y a la manière d'avoir sa propre éthique. Évidemment, l'honnêteté, c'est quand même la base, mais au-delà de ça, c'est quel regard je porte sur la personne qui est en face de moi, que j'accompagne. Alors, quel regard portes-tu sur les personnes que tu accompagnes? J'aimerais commencer en fait par l'idée la plus forte, c'est pour moi, hein, c'est que je les vois pas comme des malades. Je vois pas en face de moi quelqu'un qui a une maladie, je le vois pas comme quelque chose de pathologique. Je vois une personne qui a des blocages à certains endroits, comme en fait à peu près chaque être humain. J'aime bien l'idée en maïeutique, par exemple, d'accoucher de quelque chose en fait, c'est-à-dire comme s'il y avait ce process de ok, on a un problème, mais en fait, c'est pour aller plus loin, c'est pour avancer dans la compréhension de qui on est et dans l'expression de qui on est vraiment. Alors, juste pour expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que la maïeutique? Maïeutique, ça vient d'un mot grec qui est le fait d'accoucher, l'accouchement. Et donc, il a été pris dans un sens large. D'abord, en Grèce, Socrate a utilisé ce mot en fait pour dire qu'il accouchait les gens qui l'accompagnaient, en fait, la pensée des gens en posant des questions. Et maintenant, en fait, on peut l'utiliser aussi dans un processus plus d'accompagnement et thérapeutique. D'ailleurs, ça me fait penser à la discussion qu'on avait quand tu es arrivé. Qu'est-ce qu'un thérapeute pour toi? Un pédagogue au sens noble, et c'est quoi un pédagogue du coup? Eh oui. Je pense que la principale compétence d'un pédagogue, c'est justement la qualité de son regard sur la personne qu'il va accompagner, justement, toujours dans cette idée d'accoucher d'elle-même. Un regard qui est essentiellement plein de confiance, de voir l'être en face comme quelqu'un qui a des ressources, en fait, des ressources et qui naturellement peut apprendre. Si on voit quelqu'un en face de nous comme un malade, quelque part, on va un peu l'enfermer dans sa maladie. Si on le voit comme un être qui a une souffrance, comme à peu près chaque être humain, je connais personne qui ait jamais souffert. Alors évidemment, des fois, il y a des doses de souffrance qui sont décrites comme pathologiques, mais plutôt que de le voir avec un œil qui serait un regard, on serait un peu condescendant, avec un peu de pitié là-dessus, en se disant, oh là là, avec l'enfance qu'il a eue, de toute façon, c'est fini pour lui. L'idée, c'est pas d'être un bisounours, c'est d'être dans le déni de la réalité. Oui, c'est dur, et en même temps, les processus de résilience, ça existe. Il y a des gens qui ont vécu des choses horribles, et si on leur fait confiance, ils peuvent s'en sortir. Ça me touche beaucoup ce « et ». Le « et » c'est dur, et on peut s'en sortir. Ouais. Et ça m'amène aussi cette réflexion sur... alors, c'est très personnel, mais moi, j'ai l'impression que les personnes que j'accompagne au début, ces personnes pensent que je n'ai pas de souffrance ou que je suis arrivé quelque part et que un thérapeute, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est une sorte de sage qui a compris tout à la vie, qui n'a plus de souffrance, qui traverse tout de haut, en fait, une sorte de Bouddha. Ouais. Est-ce que tu as aussi des personnes qui pensent ça en venant te voir? Oui,
bien sûr. Alors, comment tu ramènes en fait de l'humanité, on va dire, dans la relation? Bah, assez simplement, déjà en me mettant au même niveau qu'eux, c'est-à-dire, je les regarde justement avec ce regard plein de confiance. Et quand ils expriment, ou je comprends même d'une manière implicite qu'ils commencent à me poser sur un piédestal, c'est assez rare finalement, parce que justement, je pense que ce que je dégage, c'est pas ça. Je me vends pas comme étant un grand sage, un grand Bouddha ou quoi que ce soit, même si en vérité je le suis. J'osais pas te le dire. Mais oui, ça m'est arrivé, tiens, récemment, à un moment, je donnais un exemple, justement, des fois je fais ça, je donne des exemples dans ma vie, je dis, ce que vous m'expliquez, c'est vraiment, vous voyez, j'ai vécu ça aussi quelque part. Je m'autorise régulièrement, des fois je donne des exemples personnels, qui illustrent, évidemment, je raconte pas ma vie pour raconter ma vie. La personne m'avait dit, ah bon, et tout, vous aussi, ça vous fait ça? Je dis oui, moi aussi, ça me fait ça. Ouais. Ah, c'est marrant, je pensais que vous, c'était bon pour vous, vous étiez déjà sorti de ça. Je dis, la différence, là, c'est juste que moi, je sais que c'est provisoire. Je sais qu'il y a des hauts et il y a des bas, et je me débats plus contre ça. Je suis plus en train de lutter contre... il y a des jours, je me réveille et je suis pas en forme, et puis je suis même un peu... et puis des fois, ça dure même 2 jours. Mais avant, ça durait 3 semaines. Qu'est-ce que t'as apporté la thérapie? La souffrance dure moins longtemps. C'est ça. Enfin, c'est plus de l'acceptation. Je l'accepte. C'est plus, je l'accepte, et du coup, souvent je donne l'exemple. La plupart du temps, quand je dis 2 jours, c'est vraiment rare finalement. La plupart du temps, quand je me réveille, ou quand à un moment j'ai, je sais pas, une émotion qui est pas confortable, de la tristesse, de la colère ou quoi, je reste avec, je me pose et j'écoute ce qui se passe en moi, et en quelques minutes, 10, 15 minutes, il y a quelque chose qui s'apaise. Et après, je peux repartir en n'ayant plus à porter ça. On est au même niveau, mais peut-être pas au même endroit. Ouais. Et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je parle très peu d'hypnose finalement, et plus d'accompagnement, de pédagogie. Et c'est vrai que si on revient à l'hypnose, il y a 2 grandes tendances, on va dire. Il y a la tendance justement où il y a une hypnose assez directive, une hypnose qui va faire des suggestions qui donnent une direction forte. Et par moments, c'est très intéressant de travailler comme ça. Puis il y a une hypnose qui va être plus simplement un outil de connexion avec l'instinct, avec le soi profond, et qui là, du coup, va être un peu moins directif, qui va être juste une invitation à ce lien particulier, à ce lien plus profond avec soi-même, avec cette partie intuitive. D'accord. Donc, bon, on devine assez facilement quel type d'hypnose tu pratiques. C'est vrai que de plus en plus, je vais vers la seconde option, mais je garde la première parce que je l'ai beaucoup utilisée à un moment. Je me suis formé à l'hypnose classique, l'hypnose celle qu'on imagine, c'est-à-dire, peut-être pas dormez, je le veux, mais... Voilà, mais quelque chose où c'est l'hypnotiseur qui prend la responsabilité vraiment à 90%, on va dire, de la thérapie. Et ça peut être utile pour certaines personnes. Je me rends compte qu'au début de ma pratique aussi, je pouvais me reposer sur des choses un peu directives, parce que c'est très dur en fait de gérer ce côté, cette intensité de la relation, du contact, c'est même peut-être cette anxiété de ne pas savoir ce qui va exactement, où on va, comment on y va. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne le formulerai pas exactement comme ça. Pour moi, il y a vraiment des styles différents qui sont des choix par rapport à notre propre personnalité de thérapeute, et puis des choix par rapport à la personne qu'on accompagne. Il y a des personnes avec lesquelles, en fait, ne pas être assez directif, ça va les faire flipper, et ils attendent ça. L'idée, évidemment, c'est de voir comment, quand on est directif, ce que ça apporte. Est-ce que ça apporte un soulagement? Est-ce que c'est bon pour la personne, ou est-ce que ça la met dans quelque chose de passif et finalement pas très constructif? Mais des fois, on peut commencer par là. Déjà pour montrer que ça marche, parce que quand on obtient des effets un peu spectaculaires, ça convainc les gens, et du coup, ils se permettent un peu plus d'aller en profondeur. L'hypnose directive, tu peux l'utiliser pour que la personne puisse s'autoriser à faire confiance au processus. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, il y a vraiment des gens qui vont travailler que avec ça, et qui, le côté un peu plus
voilà, accompagnement humaniste à la Carl Rogers ou alors là, je sais pas si les gens connaissent Carl Rogers, mais certains si, certains non. On aura sûrement l'occasion de recevoir des personnes qui vont nous en parler. En tout cas, c'est cette idée qu'on fait confiance à la personne, que c'est juste un processus naturel et que nous, c'est pas nous qui le faisons, quoi, c'est la personne qui le fait. Voilà, je suis à ses côtés pour lui donner justement ce regard qui va l'encourager, qui va lui donner la force de continuer, parce que si on continue, cette métaphore de l'accouchement... Ça te plaît beaucoup, cette métaphore de l'accouchement. Allons-y. Je trouve elle parle bien. C'est comme tenir la main vraiment de la femme qui est en train d'accoucher, et puis d'être vraiment là, quoi, d'être présent, de donner tout l'amour et toute la présence pour qu'elle puisse passer ce moment difficile. Je suis très touché quand tu parles d'amour. C'est vrai que quand on parle de thérapie, en fait, c'est assez désolant, mais on parle très peu d'amour. Or, au final, il est question que de ça. Alors là, vraiment, s'il y a un truc que je peux affirmer, c'est ça, ouais, vraiment. Je suis toujours désolé, maintenant c'est en train de changer, mais quand on nous parle de distance thérapeutique, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pote avec les gens qu'on accompagne, mais au moment où on est là avec eux, que ce soit pendant 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 5 heures, ça dépend. Mais là, on est complètement là et on est complètement en lien. On ne va pas se mettre à distance, on va pas... Parce que sinon, à mon sens, ça ne marche pas. Voilà, laisser quelqu'un dans sa merde, alors que non, il faut y aller avec, quoi. Faut être avec la personne. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton chemin thérapeutique personnel qui peut illustrer ce que tu viens de dire? C'est-à-dire un moment où tu avais... ton thérapeute ou ta thérapeute à un moment qui était juste là et qui t'a permis de prendre appui sur ça et puis de faire le travail toi-même. J'en ai plusieurs, je vais juste en donner un. C'est justement ma première séance d'hypnose en 2008 et je connaissais vraiment rien du tout à l'hypnose. On a fait un travail sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu une enfance loin d'être facile. Et c'était un peu ça qui continuait à me peser, même j'avais 29 ans à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, elle a pris le temps de créer l'état d'hypnose, qui est cette connexion avec les zones plus émotionnelles. C'est-à-dire qu'avant, moi, en thérapie psychanalytique, comme je faisais avant, j'étais justement dans l'analyse, j'étais beaucoup dans le mental. Et donc là, ce que ça m'a permis, c'est d'aller vraiment vers des représentations et des sensations qui étaient plus de l'ordre d'un rêve éveillé, on va dire, où je me suis connecté à l'enfant de 3 ans qui a vécu des trucs pas cool, et où l'homme de 29 que j'étais a pu créer ce lien et aller aider l'enfant. Mais c'est moi qui l'ai fait, c'est pas elle qui m'a tout fait, en fait. Elle m'a pas mâché le travail, elle m'a juste favoriser l'état. Ensuite, elle m'a suggéré d'aller voir l'enfant et après, elle m'a laissé libre de faire ce que j'avais à faire. Je suis très touché que tu partages avec nous ça. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est ça finalement, c'est permettre cet état modifié de conscience où on fait descendre l'attention de la tête, de la réflexion, de l'analyse, de tout ce qui est intellectuel vers quelque chose de plus intuitif et aller vers le cœur, aller vers les tripes. Pas dire aller vers les couilles, mais je sais pas si on va garder ça, mais je pense que si. Voilà, en fait, unifier tout ça. Voilà, dans les traditions, on va parler de chakra et ça me parle en fait, cette idée d'être un homme quoi, ou une femme, mais je veux dire un être humain complet, quoi, pas seulement une tête. C'est marrant quand tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu, je sais pas où on disait j'aimerais faire en sorte que ma tête soit à mon service et pas le contraire, que je ne sois pas au service de ma tête. Et je pense que c'est de ça aussi dont tu parles, c'est-à-dire que le mental c'est quelque chose qui est important, qui nous aide tous les jours, mais que ce qui peut poser problème, c'est quand on ne fait que ça, qu'on en oublie le corps, l'intuition, les sensations, les émotions. Je sais pas si tu remarques, il y a un ton qui devient doux. Je sais pas, je ressens de la douceur là. Et ça devient très, très agréable. On arrive un peu à la fin et je voulais te poser une question par rapport à une séance d'hypnose. Comment se passe une séance d'hypnose avec Frédéric Desuy ? Avant de faire de l'hypnose formelle, il y a cette partie justement où on reçoit la personne. Alors j'essaie de comprendre qui elle est, enfin pas de la comprendre intellectuellement, mais de la comprendre plus globalement, intuitivement aussi. Et simplement aussi de sentir son énergie et de transmettre la mienne. C'est-à-dire en gros créer le rapport en fait, tout simplement, créer un lien
de confiance avec la personne. Et ça se fait comment? Justement en portant un regard curieux. Curieux au sens un peu comme un enfant qui dit waouh et qui regarde l'autre. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça, toi. C'est comme ça que tu penses, c'est comme ça que tu sens les choses, etc. C'est dommage qu'on soit pas filmé parce que si les auditeurs pouvaient voir l'expression de ton visage, on aurait vraiment dit un enfant curieux. Donc voilà, il y a déjà cette curiosité d'être vraiment présent et puis aussi d'oser exprimer justement comme un enfant peut le faire. Ah bah tiens, quand vous me dites ça, voilà ce que je ressens. Donc ça, c'est des processus qu'on peut avoir aussi en Gestalt. Exactement. Ensuite, la plupart du temps, moi, je vais pas rester sur de l'hypnose conversationnelle, mais je vais aller vers de l'hypnose, c'est-à-dire que je vais proposer souvent un premier rituel hypnotique où il va y avoir des phénomènes hypnotiques, c'est-à-dire des choses qui sont un peu hors du commun. Ça peut être une main qui s'élève toute seule, une lévitation de la main, ça peut être des mains qui sont aimantées, ça peut être, si on travaille debout, le corps qui va avancer tout seul. Et l'idée, c'est de créer un automatisme, c'est qu'il y ait des mouvements automatiques, que ce soit plus la personne qui choisisse le mouvement, mais que ce soit son corps lui-même qui se mette en mouvement. Et donc ça, c'est un des critères qui montre que ça commence à être plus hypnotique. Ensuite, selon les personnes, et là on va demander du feedback, on va demander à la personne après une première séquence, tiens, il s'est passé quoi à l'intérieur de vous? Parce qu'évidemment, on voit des choses à l'extérieur, mais on ne peut pas tout savoir. Moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas extra lucide. Pas encore. Et donc, par rapport à ce qu'elle m'a dit, je vais sentir, je vais percevoir, tiens, elle est plus dans des images, par exemple. Et donc, je vais utiliser ça. Ou si elle ne l'est pas, je vais voir si je peux l'amener vers des images. Si elle est plus dans des sensations, on va exploiter ça pour ensuite aller vers des images, peut-être même des aspects auditifs. Et l'idée de l'hypnose, c'est qu'à un moment, on va créer une expérience totale où tous les sens vont être combinés. Ça, c'est l'idéal. Tout le monde n'a pas accès à ça tout de suite, mais il y a des personnes qui sont impressionnantes. Dès la première séance, au bout de quelques minutes, elles partent dans un monde où elles ont une somme de sensations assez extraordinaires, et même des fois, je les envie parce que moi, je ne suis pas très visuel à la base. Maintenant, ça commence en m'entraînant à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Mais il y a des gens qui me décrivent des choses tout de suite qui sont phénoménales. Ça me pose aussi la question, enfin je pense qu'on te l'a déjà posé, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à l'hypnose ou pas? Ou est-ce qu'il y a des gens avec lesquels l'hypnose ne fonctionne pas du tout? Alors c'est une question où on ne peut pas répondre oui ou non, c'est un tout petit peu plus complexe. On va dire qu'il y a plusieurs aspects. Déjà, on n'est pas sensible au même type d'hypnose, comme on n'est pas sensible au même type de musique ou au même type de cinéma. Il y a cet aspect-là. Donc, ce que propose l'hypnotiseur, je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un blockbuster américain et que les personnes préfèrent le cinéma coréen, ça ne va pas coller, ils vont se faire chier, quoi. Et puis vice-versa. Après, en plus, il y a effectivement l'habitude qu'ont les gens de rentrer dans leur monde intérieur. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui se sont coupés de leurs émotions, qui sont coupés de leur créativité, de leur imaginaire, ça va mettre un peu plus de temps. C'est comme un muscle, en fait. Il faut faire une rééducation, on va dire, de ce muscle imaginaire. Je confirme. Mais par contre, une fois qu'on a fait ça, ouais, tout le monde a accès à l'hypnose. D'accord, justement, ça m'amène à poser une question, avant-dernière question. C'est comment on fait pour devenir praticien en hypnose? Et là, j'ai envie que tu nous parles plutôt de toi. Quel est ton parcours qui a fait que tu es devenu praticien en hypnose? Donc, je me suis d'abord fait hypnotiser et comme je disais, donc j'ai vécu pas mal d'expériences hypnotiques qui m'ont vraiment impressionné, et puis, mais au bon sens du terme. Et donc après, tout simplement, avec les ressources actuelles, je me suis intéressé à l'hypnose sur Internet à travers des vidéos, à travers des livres. Dès cette époque-là, je me suis dit un jour, je me formerai. Et quand j'ai commencé à chercher des formations, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient accessibles au commun des mortels, qui n'avaient pas besoin d'être psychologue, qui n'avaient pas besoin d'être psychiatre, qui n'avaient pas besoin d'être médecin ou même infirmier. Alors, il y a certaines formations qui sont réservées justement au personnel soignant, qui sont réservées à tous ces métiers où ça demandait des études soit de médecine, soit d'infirmier, ou soit de psychologie. Mais ces formations, en fait,
finalement, elles sont très courtes et pas forcément aussi complètes que les formations en hypnose dans des instituts qui sont ouverts à tous. Alors justement, ça me fait penser à un truc, c'est dans la formation pour être praticien en hypnose, j'imagine qu'il y a deux volets, qu'il y a un volet technique, la technique de l'hypnose, et il y a un volet aussi accompagnement humain, c'est-à-dire que c'est un métier d'accompagner humainement. Donc là, ce que tu me dis, c'est que les formations ouvertes à tous impliquent qu'il y a les deux aspects. Et les formations qui sont dédiées au personnel, aux personnes soignantes, entre guillemets, ils partent peut-être du principe que le côté accompagnement, ils l'ont déjà. Donc, c'est qu'une formation technique. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et à mon sens, on ne peut pas dissocier les deux. Même pour ceux qui ont déjà accompagné, il y a quand même quelque chose d'assez spécifique dans le côté accompagnement thérapeutique. Et ce n'est pas parce qu'on a fait des études de médecine qu'on a forcément les compétences pour accompagner quelqu'un à un niveau psychologique. C'est quand même deux choses différentes. L'étude du cerveau, c'est intéressant, mais ça reste théorique et ça reste dissocié du mouvement de la vie qui est à mon sens, un peu différent. Et surtout, l'être humain est un peu plus que juste un cerveau. C'est ça. Ce que j'entends aussi, c'est que toi, tu es passé par le fait de passer par une thérapie par l'hypnose, en fait. Oui. Et tu as aussi dit que tu as fait une psychanalyse avant. Oui. Et donc, c'est-à-dire que tu as fait un cheminement toi-même pour, après, intégrer une formation en hypnose. C'est bien ça? J'ai commencé à 29 ans quand je me suis fait hypnotiser pour la première fois. Mais avant ça, j'avais déjà fait effectivement une psychanalyse qui ne m'avait pas trop aidé en vérité, mais bon. Et ça a duré combien de temps? 7 ans. Ah, d'accord. 2 fois par semaine. Et puis surtout, je m'étais intéressé au développement personnel depuis l'adolescence, en fait. Et ensuite, après, quand j'ai commencé ma formation, comment je l'ai choisi déjà? En regardant tout ce qui était proposé sur Paris, parce que j'habitais Paris, enfin j'habite toujours Paris. Et je me suis dit, je vais faire une première semaine déjà pour voir si ça me parle, si ce qui est donné dans cette formation me convient. Et en fait, c'était passionnant. Maintenant, avec le recul, je sais qu'aucune formation peut vraiment être suffisante. Il faut vraiment continuer tout le temps à se former, évidemment à pratiquer. Dernière question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est soit en souffrance, soit en demande d'aide et qui souhaiterait s'orienter, quel conseil lui donnerais-tu pour trouver le thérapeute qui lui convient, pas forcément dans l'hypnose, mais de manière générale? Alors, ça dépend. Soit il a déjà quelqu'un qui lui a été recommandé par le bouche à oreille, par un ami, par un proche. Tout simplement l'appeler au téléphone et discuter 5-10 minutes au moins avant d'aller le voir. Et à chaque instant, que ce soit dans cette discussion au téléphone ou au début de la thérapie, dans l'échange qu'il va y avoir lors de la première séance, vraiment écouter son feeling, quoi, tout simplement. C'est-à-dire ne pas se laisser entraîner trop vite en se disant j'y vais, mais vraiment toujours être connecté à son ressenti, à son feeling. C'est vraiment très important. Moi, c'est là où je me suis trompé quand j'ai fait 7 ans de psychanalyse, c'est que j'avais la foi en la psychanalyse et du coup, peu importe ce qui se passait pendant les séances, je croyais que ça allait m'aider au bout d'un moment. Mais en fait, non. Et donc, c'est important vraiment d'être connecté et puis d'oser exprimer les choses en face du thérapeute, en fait. Là, je suis mal à l'aise quand vous me dites ça, par exemple. Ça, c'est très important. Après, s'il n'y a pas quelqu'un si on n'a pas de recommandation, si dans notre réseau, personne ne connaît de thérapeute, ce qu'il faut faire, je pense, c'est déjà sentir, quel type de thérapie j'aimerais tester et rechercher sur Internet, voir les avis. Alors, c'est pas suffisant, mais c'est quand même mieux que rien. Et puis là encore, appeler la personne, voir comment elle nous reçoit déjà au téléphone. Et si on sent que le contact est déjà bon au téléphone, y aller, tester une première séance, voir ce qui se passe. Et puis être vraiment dans ce rapport avec le thérapeute d'honnêteté, de dire vraiment les choses, même quand elles peuvent fâcher. Merci beaucoup Fred pour ce temps passé. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant cette heure. Merci de m'avoir invité et puis merci aussi de proposer cette association Thérapeutes sans frontières, Thérapie sans frontières, je sais. Thérapie sans frontières. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.